Alors, je voulais maintenant vous parler enfin, faire un petit point qui ramène presque 6 mois en arrière, dans les deux ou troisième semaines de notre chronique. Je vous avais fait un point sur ce qu'on pouvait penser du Covid. Alors, je vais vous le rappeler rapidement. Vous voyez bien mon écran là. Oui, Donc, je vous avais dit à l'époque que la maladie n'était pas le problème, que c'était un problème de capacité en réanimation, et j'avais parlé de l'exemple de la Corée. On était à l'époque, c'était la troisième semaine de confinement. Donc, c'est pour vous dire à quel moment on en était. Euh, on parlait des conséquences de la crise. Et à l'époque, ce qu'on vous disait, c'était que ça allait dépendre de la durée du confinement. Et selon la durée du confinement, on allait avoir pour 3 mois jusqu'à 3 ans de crise potentielle. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt à dire, ben, on est parti pour 3 à 5 ans, puisque le confinement n'a pas été court et que le déconfinement n'a pas été rapide. Donc, ce que je vous disais à l'époque, c'était que le Covid-19, c'était finalement une souche de coronavirus comme on en avait d'autres, a priori, et qu'il ne fallait pas sous-estimer le fait qu'il y avait tous les ans beaucoup de décès du fait des maladies respiratoires infectieuses. C'est la quatrième cause de décès chaque année. Et ce qu'on commençait déjà à voir à cette époque-là, c'est que on allait vers quelque chose qui était inférieur à 2017. Alors, euh, je vais vous montrer un petit graphe là-dessus. Voilà un graphe qui montre pays par pays la surmortalité. C'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir si les gens sont morts du Covid ou pas, mais c'est assez facile de voir s'il y a plus de gens que d'habitude qui meurent. Et donc, ça, c'est un graphe qui était à fin juin, début juillet pour certains pays, et qui montrait donc des pays qui étaient assez fortement marqués. Donc, le UK, 45% d'excès, l'Italie, 44%, et l'Espagne, 56%. Donc, c'est la mortalité en excès. Et la France, là-dedans, était à 31%. Vous pouvez noter qu'à cette époque-là, la Suède était à 24% alors que la Suisse était à 26%. La Suède étant l'exemple clé de ces pays qui n'ont pas confiné. Vous pouvez noter qu'à l'inverse, des pays qui ont énormément confiné, comme l'Équateur, le Chili ou le Pérou, sont des pays qui ont souffert énormément et en proportion par rapport au Brésil, qui avait une politique un peu plus mixte, c'était pas net. L'Allemagne n'a confiné que 3 landers sur 16 et n'a pas d'impact quasiment de la maladie. Et le plus intéressant n'est pas là. Le plus intéressant est, regardez bien ces chiffres, gardez-les en mémoire, et je vais vous montrer où ils sont maintenant. Hop. Donc, l'Angleterre est passée, je vous rappelle, de 45 à 37. La France est passée de 31 à 15. La Suède est passée de 24 à 20 et l'Espagne, qui était à 56%, est passée à 33% de surmortalité. Ce sont des chiffres de 13 septembre pour l'Espagne. Donc, vous voyez que au fur et à mesure qu'on s'avance dans l'année, ça a l'air d'être le cas dans à peu près tous les pays, on a un effondrement de cette surmortalité et on se retrouve donc, parce que c'est des surmortalités qui sont calculées en année calendaire et pas en année glissante, on se retrouve donc finalement avec des choses qui sont, vous voyez, 15% pour la France, et la vitesse à laquelle c'est descendu, on est 31% au fin juin, et on se retrouve début septembre à 15%. Donc on est probablement parti, c'est difficile d'imaginer, mais on est probablement parti pour avoir une année qui soit une année normale. Alors, je vous donne un petit truc extraordinaire. Comment je suis allé chercher ces chiffres du mois de juin, parce que je les avais vus en juin, mais ils sont actualisés à chaque fois. Et moi, c'était ma surprise en fait de retrouver
là, la source, c'est le Financial Times, de me retrouver sur l'article du Financial Times et faire, mais c'est marrant, ce n'est pas les chiffres que j'avais en tête. Alors, vous avez un site qui s'appelle archive.com qui archive tout l'Internet. Tout. Donc, vous prenez l'URL de votre page du FT, vous allez le mettre dans la zone Wayback Machine et ça vous donne la page telle qu'elle était là, en l'occurrence, c'est en juin ou en juillet. Intéressant, non? Donc voilà, c'est petite perle. Ce que je voulais vous montrer après, non, pardon, c'était bien ça, c'est les courbes du Financial Times. Donc, bonne source d'information. Le FT a fait des courbes très intéressantes qui nous permettent de regarder, de suivre, de se poser des questions. Donc, c'est toute la partie coronavirus chart. C'est des courbes que vous pouvez changer en soulignant les pays que vous voulez voir. Ce que j'aime bien dans ce graphe, c'est que ça nous montre les courbes des pays de l'Europe qui sont toutes pareilles, alors même qu'elles n'ont pas fait des politiques comparables, des politiques de confinement comparables. Et puis, vous avez des pays qui ont des courbes différentes. C'est les pays qui sont subtropicaux. Là, vous avez le Chili, ici, vous avez le Pérou, ici, vous avez la Bolivie, et puis vous avez le Brésil ici. Et donc, c'est des pays qui ont une structure différente. Et quand vous regardez les États-Unis, vous apercevez que c'est la rencontre entre deux courbes qui sont les courbes donc, des États du Nord avec les courbes des États du Sud. Dernière source que j'utilise, c'est celle de Worldometer. Et donc, Worldometer fait des courbes qui permettent de voir, par exemple, que, vous voyez, les cas en France sont en train de partir vers le ciel. Alors, il y a un petit problème à ça, c'est que si on écoute les cas, on est à plus de presque 3 fois ce qu'on avait en mars-avril. Et pourtant, je pense que vous avez tous conscience qu'on n'est pas exactement dans la situation de mars-avril. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans la même situation de mars-avril? Parce que quand vous regardez la courbe des mortalités, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Et l'effet retard, ici, est de 7 jours. C'est-à-dire que là, le pic est au 7 avril, 7-8 avril, alors que ici, le pic est au 1er avril. Donc, 7 à 8 jours plus tard, on doit avoir le pic de mortalité. Vous voyez le moment où la mortalité, les cases ont commencé à monter. 7 ou 8 jours plus tard, on devra avoir le pic de mortalité. Bon, ben voilà, on est en train de parler de, en moyenne, 70 morts par jour. Et je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de décès qu'il y a chaque jour en France. Je vais vous donner le chiffre, c'est 1700. Donc, il y a 70 morts par jour pour 1700 décès. Alors, ce qu'il y a de clair, quand je regarde en arrière, ce dont vous avez parlé il y a 6 mois, c'est que sur la maladie, on ne s'était pas trompé. Mais alors, sur les réactions du gouvernement, moi, je n'ai rien vu venir. Quand on a commencé à parler du confinement, j'étais persuadé qu'il n'y en aurait pas. Quand il y a eu le confinement, j'étais persuadé qu'il allait durer 2 semaines. Quand on annonçait la fin du confinement, j'étais persuadé qu'on allait vite revenir tout le monde à la normale. Et à chaque fois, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc, je suis probablement trop optimiste. Mais finalement, le sujet qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas une maladie, c'est un gouvernement, et renforcé en ça par le fait qu'il n'est pas le seul et que les autres gouvernements dans le monde ont les mêmes réactions. Donc, on est face à des organisations qui sont avec une très forte incitation à ne pas prendre de risques. On les sanctionnera toujours pour avoir libéré les gens trop tôt et ils n'auront aucun bénéfice à avoir refait partir la machine économique.
Alors, la deuxième chose que je voulais évoquer avec vous sur ces sujets, c'est celle-là. J'imagine que vous voyez bien mon écran. Là, c'est bien sur ma slide. Alors, figurez-vous que depuis un mois, il est devenu très clair qu'on avait un traitement pour faire baisser les risques de Covid. Quand je dis très clair, c'est qu'on a eu une publication dans une revue à comité de lecture, c'est important, ça veut dire que c'est des chercheurs qui ont présenté leur travail et que d'autres chercheurs ont révisé ce travail. C'est un magazine de bon niveau, hein. Vous voyez, un impact facteur de 3,63, ça veut dire que les articles sont repris 3 fois en moyenne. C'est une bonne moyenne, hein. C'est très largement, enfin, ça le met dans le premier tiers des revues. C'est une équipe espagnole et c'est une étude qui est très bien faite. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a pris 76 malades qui avaient des problèmes respiratoires, qui avaient une maladie qui était confirmée à la fois par la PCR, c'est-à-dire la tige qu'on vous met dans le nez et le nombre de brins d'ADN qu'on trouve qui montrent qu'il y a d'ARN en l'occurrence, qui montrent qu'il y a des traces du virus, mais aussi la radiographie qui montre que les poumons sont bien en souffrance. Et donc, tous ces 76 malades avaient été évalués sur une courbe de sévérité. Donc, on peut se dire que ces 76 malades étaient un groupe à peu près homogène. Et on a fait une répartition aléatoire sur un ordinateur qui décide qui va dans le groupe A et dans le groupe B. Donc, un groupe intervention, c'est le groupe dans lequel on va faire quelque chose, et le groupe contrôle, c'est le groupe dans lequel on ne va rien faire. Alors, les deux groupes ont le standard of care, c'est-à-dire le meilleur des soins à date. Donc, c'est une étude qui a été commencée en avril. Donc, à l'époque, en Espagne, le standard of care, c'est azithromycine et hydroxychloroquine. Vous voyez, avec les dosages, etc., ça, on est tout à fait dans la norme. Et le groupe intervention va, lui, recevoir de la vitamine D sous une forme qui est le calcifédiol, qui est une forme qui est plus efficace que la vitamine D3 que vous avez à la pharmacie. Et les résultats, c'est fascinant. Donc, dans le groupe intervention, 50 personnes, 2 vont aller en soins intensifs, soit 4%, aucun ne va mourir. Le groupe contrôle, à qui on n'a pas donné la vitamine D, 13, soit 50%, vont partir en soins intensifs et 2 vont décéder, soit 8%. Alors, entre parenthèses, 8%, c'est assez faible sur les gens qui allaient dans les hôpitaux et sur les gens qui étaient en soins intensifs. Donc, le azithromycine plus hydroxychloroquine, hein, ça a l'air de fonctionner. Mais quand même, on passe de 50% à 4%. C'est un changement considérable. Alors, moi, je suis fasciné parce que je suis persuadé que vous n'avez pas entendu parler de cette expérimentation, de cette étude qui est un RCT, hein, une étude randomisée avec groupe de contrôle. Donc, en science, c'est à peu près le truc le plus sûr qu'on puisse imaginer. Il y a un truc plus sûr, c'est des revues de plusieurs RCT. Et pour autant, je n'ai pas vu les médecins expliquer à tout le monde, prenez votre vitamine D. Et c'est le moment qui devient important parce que la vitamine D est quelque chose qu'on produit en été quand on va au soleil, donc pas quand on est confiné à la maison. Et je vous rappelle qu'il faisait très très beau pendant toute la saison de confinement et que si on avait été dehors, on aurait produit énormément de vitamine D. Je ne suis pas certain que dans les hôpitaux aujourd'hui en France, quand quelqu'un arrive, on commence systématiquement à mesurer son niveau de vitamine D et à le monter. Je n'en suis pas certain. C'est possible, mais en tout cas, je trouve que c'est surprenant qu'on n'en parle pas avec plus de force. Et si mon intuition était juste, c'est-à-dire s'il n'y avait pas ce travail sur la vitamine D systématique dans les hôpitaux et si les médecins aujourd'hui travaillant avec des personnes fragiles ne faisaient pas systématiquement cette mesure de niveau de vitamine D, je pense qu'on est au niveau du problème de faute professionnelle. Alors, pour ce qui vous concerne, eh bien, monter son niveau de vitamine D,
normalement, il suffit de prendre le soleil. Et il faut prendre le soleil à midi et l'été. Alors donc l'été est passé. Pourquoi l'été? Parce que vous avez besoin d'avoir du soleil qui soit à plus de 45 degrés. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre du soleil au moment où votre ombre est plus petite que votre taille. Qu'est-ce que ça change? Ça change que quand le soleil est plus bas sur l'horizon, il est filtré par l'atmosphère et donc il contient beaucoup moins, enfin contient, c'est pas le terme, en tout cas, son spectre lumineux a beaucoup moins d'UVB, qui sont celles qui déclenchent la production en interne de la vitamine D. Juste pour vous donner un ordre d'idée, vous restez 20 minutes au soleil à midi en été, ça vous fait 10 000 UI. 10 000 UI, quand vous prenez des ampoules pour un mois, comme le médecin vous le prescrit, c'est en général 50 à 100 000 UI. Donc, c'est 5 à 10 jours d'ensoleillement. 5 à 10 jours de 20 minutes. C'est pas... Si vous prenez des suppléments, vous cherchez des suppléments qui soient aux alentours de 2000 unités internationales par jour. Et vous avez beaucoup de ces vitamines D qu'on retrouve dans le poisson, les viandes, les œufs, qui peuvent notamment expliquer pourquoi les Japonais et les Coréens ont eu aussi peu de morts, en fait. Donc voilà mes quelques réflexions en regardant 6 mois plus tard ce qu'on avait pu vous apporter. Ma conviction, c'est que la maladie n'est pas un sujet, donc vous pouvez, à titre personnel et pour vos proches, vous pouvez relâcher la vigilance. C'est important de le faire pour ne pas subir le stress. La saison des maladies recommence, donc il y a des tas d'autres maladies qui peuvent arriver, des tas d'autres infections pulmonaires, infections transmissibles. Et c'est bien d'aborder cette saison avec un minimum de sérénité. En revanche, je vous le redis, je suis complètement démuni dans la compréhension de ce que vont décider l'État français en l'occurrence et les autres États, parce que c'est assez étonnant de voir à quel point ces mesures venant de Chine ont pu contaminer l'Italie, puis la France, puis l'Angleterre, puis New York, puis la Californie, qui sont les principaux centres d'influence en la matière. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets? Alors pour l'instant, je n'en vois pas dans le chat, mais n'hésitez pas à nous... Ah, je crois que Francis... Francis, nous t'écoutons. Ouais, je vais prendre directement. C'est absolument passionnant. C'est passionnant. Enfin, c'est d'une maîtrise. Donc merci déjà de toutes ces indications. Avant ma question, voilà, je montrais un enthousiasme à avoir entendu cela. Alors sur maintenant les difficultés effectivement à réagir, si je reviens à mes propres sujets, on a là un fort modèle de type jeu de Go qui est mis en œuvre, c'est-à-dire ne pas choisir et ne pas proposer de bonnes solutions, c'est le moyen de tenir des gens qui sont dans l'incertitude si on est déterminé à ne jamais produire de solutions exactement adéquates. Il faut être très déterminé et les pouvoirs publics semblent l'être dans les pays. À ce moment-là, on arrive à maintenir tout le monde sous une coupe d'incertitude et à tenir effectivement la gestion des informations qu'on pourrait mettre en œuvre, parce qu'à chaque fois, on prend la contraposée de ce qu'on a fait dans le visage. Et donc, ne pas savoir, c'est le meilleur moyen de maintenir des gens dans le fait qu'ils ne sauront pas réagir. Et c'est pas voir ça. J'avais lu ça dans les livres. Pour des épisodes anciens, je ne pensais pas voir ça en vrai. On le voit en vrai aujourd'hui et c'est pas beau. C'est pas beau du tout. D'accord avec ça. Merci en tout cas. Bien, écoutez, voilà qui va conclure notre chronique de cette semaine. Donc,
Merci beaucoup à tous pour votre présence. C'est toujours agréable d'être entouré par des fans absolus que vous êtes. On se retrouve vendredi prochain. Patrick sera présent cette fois-ci, donc il n'aura pas, euh, il n'aura pas séché plus d'une fois ce rendez-vous. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine, même heure.